Toujours fidèle au poste avec le même plaisir. Merci infiniment de votre soutien sans faille à Cherifla Télévision. Bonjour mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Cherifla Télévision. Nous revoilà encore une fois de plus sur le plateau de 100 langues de bois. 100 langues de bois qui se fait l'immense plaisir de recevoir une nouvelle personnalité, une personnalité politique, une personnalité jeune qui se fait appeler Diaf. Monsieur Mamadou Djigué, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Merci. Merci encore une fois d'être venu sur le plateau de 100 langues de bois. Alors aujourd'hui, Monsieur Sako, mon collègue du journal Les Échos, nous rejoint pour présenter, pour co-animer, on va dire, cette émission 100 langues de bois. Bonjour Monsieur Sako. Bonjour et bonjour à tous nos téléspectateurs. Comment ça va? Oui, ça va bien, merci. La forme? Tout va bien. Alhamdoulilah. Alors tout de suite, il est de coutume de présenter notre invité du jour et tout de suite, nous vous proposons la vidéo sur Mamadou Djigué, dit Diaf. Mamadou Djigué, affectueusement appelé Diaf, est né le 7 mai 1977 à Bamako. Il a fait ses études primaires, secondaires et lycée au Mali. Diaf a décroché son baccalauréat en 1997 avec mention bien, série Sciences Biologie au célèbre lycée Cheikh Anta Diop de Bamako. Il poursuivra ensuite ses études supérieures en Grande-Bretagne, dans une ville située au sud de Londres appelée Portsmouth, où il obtient son diplôme de langue anglaise certifié par l'université de Cambridge dans la prestigieuse école de langue, et en Pennsylvanie aux États-Unis à l'université de Slippery Rock en management. Diaf a plusieurs casquettes de nos jours, politicien engagé. Il est professeur d'anglais et homme d'affaires avisé, actionnaire dans plusieurs sociétés, notamment dans l'immobilier et dans les mines. Mamadou Djigué dit Diaf est marié. Alors, il y a un adage assez fréquent que vous devez sans doute connaître, qu'on dit aux âmes bien nées, la valeur d'un homme n'attend point le nombre des années. Vous êtes assez jeune et c'est une fierté pour nous de vous avoir sur ce plateau. Alors, vous êtes un des rares fils, je dis bien, d'une famille, d'une grande famille de commerçants à vous essayer en politique. Quel a été l'effet déclencheur, j'ai envie de dire, quel a été le déclic pour vous? D'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier toute l'équipe de Cherifla TV, tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Donc, comme je vous ai dit, chaque chose a son temps et chacun a son chemin. Donc, je viens de le dire, je suis issu d'une grande famille de commerçants à la base. Nous avons eu la chance d'aller faire des études. De faire des études au pays d'abord et de faire des études supérieures. Donc, après nos tournées et nos différents voyages et tout, nous avons vraiment voulu offrir quelque chose aux Maliens. C'est-à-dire, on peut s'occuper de soi-même et de sa petite famille. Donc, la motivation, c'est vraiment venu par rapport à ce que je peux donner pour mon pays et le peuple. Être bénéfique et être là pour le plus grand nombre, parce que c'est de ça, quand on apprend, c'est de cette manière-là seulement qu'on peut être utile à son pays. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis lancé dans la politique. Depuis toujours, j'ai côtoyé des politiciens et tout, donc je vois que franchement, c'est ce qu'il nous faut. Et vu le terrain en Afrique, au Mali, donc il y a pas mal de choses qu'on peut faire pour améliorer le quotidien, les conditions de vie de nos concitoyens. Donc c'est ça qui explique un peu ma motivation de faire mon entrée en politique. La deuxième question est de savoir le parti dans lequel il milite, est-ce qu'il est suffisamment implanté? Y a-t-il combien de sections et de sous-sections? Oui, on va déjà rappeler de passage que le parti de Mamadou Djigué s'appelle PEDAR, hein, oui. Le parti pour l'alternance et le renouveau. Hein. Tout à fait, le parti démocratique pour l'alternance et le renouveau. Nous sommes implantés un peu partout. Aujourd'hui, Dieu merci, depuis 2013, le parti a été créé. Et bien avant la création du parti, on a quand même une historique qui était la création du mouvement dans un premier temps, depuis 2010. Le mouvement des jeunes pour le changement et le développement. Donc nous avons beaucoup sillonné l'intérieur du pays et même à l'étranger. Nous avons des bureaux. Et au début, l'objectif était de sensibiliser toute la jeunesse malienne, leur faire adhérer et les pousser à leur implication dans la gestion étatique.
Parce qu'aucun pays quand même ne peut se développer économiquement, socialement, culturellement sans les mains fortes de sa jeunesse. Donc c'était notre objectif et notre ambition première. Et je pense qu'aujourd'hui, vu la situation politique du pays, les activités, ça c'est un acquis. Les jeunes Maliens s'impliquent davantage de plus en plus à la politique. Donc ensuite, en 2013, nous avons jugé nécessaire, après avoir longuement travaillé, sillonné le pays à l'intérieur et même à l'extérieur. Nous avons mis des bureaux partout. Et aujourd'hui, je ne peux même pas vous dire le nombre de bureaux qui sont créés. Parce que même là où nous sommes actuellement, il y a des bureaux qui sont en création. Donc nous avons longuement travaillé, sillonné un peu partout pour pouvoir implanter et aller vers les Maliens partout où ils se trouvent, ici et à l'étranger, pour leur faire comprendre que le pays a besoin de tous ses fils. C'est seulement l'implication de tout un chacun que nous pourrons y arriver et réaliser le Mali dont nous rêvons tous, qui est le développement de ce pays et de ses citoyens. Tout à fait. Tout à fait. Alors, le Parti démocratique pour l'alternance et le renouveau, je reviens encore, a-t-il combien de sous-sections, si on peut juste avoir une petite idée approximative? Il y en a il y a au moins 300 sous-sections qui sont créées à travers la capitale et à l'intérieur du pays. Donc, tout ça c'est coordonné par Bamako. Donc nous sommes en contact permanent avec les membres et les militants. Donc nous suivons ça depuis 2010. Nous sommes sur ça. D'accord, donc le PEDAR est assez en marche, on va dire, monsieur Djigué. Vous êtes assez connu pour vos prises de position contre le régime actuel notamment à travers les réseaux sociaux. Vous avez souvent des propos, des posts, on va dire, entre guillemets, assez trash à l'encontre du régime en place. Que déplorez-vous fondamentalement dans la gestion des affaires courantes du pays? Bon, tout d'abord, moi je pense que le moment est arrivé où on doit se dire la vérité dans ce pays. Parce que tant qu'on ne se dit pas, tant qu'on ne situe pas les problèmes et dire certaines vérités, nous allons continuer à la traîne. Donc c'est à partir du moment où nous commençons à sortir les vérités, à dire comme votre émission sans langue de bois, c'est-à-dire parler les choses franchement, sortir les problèmes du pays. C'est à partir de cet instant que nous pourrons espérer à une sortie de crise. Parce que nul n'ignore aujourd'hui que le pays traverse une grande crise depuis 2012. Donc voilà, il est temps qu'on se dise la vérité. Ça ne va pas à tous les niveaux. Depuis l'avènement de la démocratie, c'est les mêmes acteurs qui sont là. Donc nous parlons du renouveau dans le parti. Nous pensons que le moment est arrivé pour qu'il y ait un changement. Pas un changement de X à Y, mais un changement en profondeur. Parce que on peut conclure aujourd'hui que le système a failli, le système a échoué. Parce que raison pour laquelle rien ne va aujourd'hui. On est bloqué à tous les niveaux. Donc tout le monde entier est braqué sur le Mali avec les situations auxquelles nous vivons. Donc nous comptons avec le renouveau, avec un leadership digne de ce nom et amorcer le développement tant souhaité, tant attendu pour le pays. Donc pour ça, nous avons besoin de l'implication de tout un chacun. Bon, c'est vrai que des fois je suis ferme, je suis un peu dur dans les réseaux sociaux, mais nous n'avons aucune animosité contre qui que ce soit. Tout ce que nous voulons, nous sommes jaloux en voyant d'autres pays avancer, eh bien nous voulons avancer aussi. Et les cerveaux, ce n'est pas ce qui manque au Mali. Donc nous avons beaucoup de jeunes talentueux, compétents, qui ont les compétences, qui peuvent faire beaucoup pour ces pays-là, qui sont prêts, qui ont l'énergie jeune. Prenons l'exemple, un peu partout dans le monde aujourd'hui, nous voyons des changements. Ce n'est plus seulement les politiques qui viennent au pouvoir. Tantôt, c'est des hommes d'affaires, et récemment même un footballeur. Donc il est temps. Il est temps de sortir dans ça, trouver quelqu'un qui est capable de faire face aux défis, qui est capable de relever les multiples défis qui s'imposent pour pouvoir avancer. Donc c'est un peu ça notre objectif. Quand vous dites footballeur, vous faites certainement allusion à George Weah qui a été élu président du Libéria. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. C'est pour dire qu'aujourd'hui les gens sont sortis, les gens ne sont plus restreints. Donc les gens voient loin et essayent de trouver des gens qui ont vraiment l'amour
du pays, de leur patrie, qui ont des idées. Et vu nos différents parcours, nous avons beaucoup voyagé. On peut dire qu'on a fait le tour du monde même. Donc, nous avons vu des choses franchement que nous voulons, qui peuvent marcher chez nous ici, que nous voulons mettre en place et améliorer les quotidiens des Maliens et des Maliennes. À regarder de près sur le terrain politique actuellement, le gouvernement n'est-il pas en train de reprendre les choses en main? Je veux dire tout simplement qu'après la visite du Premier ministre dans la région de Kidal, est-ce que cela ne donne pas espoir et surtout l'annonce d'élections transparentes et régulières au mois de juillet prochain? Bon, en réalité, cette visite est salutaire du point de vue organisation des élections, mais nous pensons que franchement, le moment ils ont trop tardé. Cette visite-là devrait avoir lieu avant, parce que jusqu'à aujourd'hui, les gens ils sont dans les doutes de la bonne foi du Premier ministre, si toutefois les élections pourraient se tiendre. Donc moi je dirais tout de suite que nous avons tout intérêt que les élections se tiennent aux dates prévues par la Constitution. Sinon, nous serons carrément dans un vide constitutionnel, ce qui n'arrange pas le pays, qui n'est pas souhaitable et qui ouvre la voie à toutes les velléités. Mais quand vous dites ça devait arriver un peu plus tôt, mais on a assisté à une visite précédente qui a raté carrément. Bon, moi je pense que cette visite ratée est due à beaucoup de choses. Il y avait un Tant bien même que les contextes sont différents. Voilà, les contextes sont différents. Et le Premier ministre de l'époque, son Excellence Moussa Mara, devrait être plus encadré par sa hiérarchie. Donc nous pensons qu'il y a des lacunes, pas du niveau du Premier ministre seulement, mais de l'exécutif, parce qu'il n'est pas le premier responsable. Donc nous pensons que cette récente visite du Premier ministre quand même apaise les tensions. Sinon, j'ai moi-même participé à la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation. Nous pensons qu'il y a eu du retard dans l'exécution de cet accord-là, ce qui a provoqué beaucoup d'émous et de mécontentement face aux partis signataires, qui a provoqué un peu le désordre, parce que ça, quand même, jusqu'à récemment, il y a eu des victimes, des problèmes, et chose qui est intolérable après la signature d'un accord et qui a fait participer tous les chefs d'État de la sous-région. Donc nous pensons qu'après un tel accord, normalement, la situation devrait être apaisée. Les tensions, si l'accord était suivi à la lettre, on n'en serait pas là aujourd'hui. Malgré tout, pensez-vous qu'aujourd'hui, on peut tenir des élections transparentes et régulières? On peut, parce que nous nous retrouvons un peu dans la situation de 2013. Bon, c'est vrai que ça s'est empiré avec beaucoup d'attaques, beaucoup de problèmes. Mais je pense que toujours après cette visite, il y a eu des pourparlers. Je pense que les partis peuvent se mettre d'accord comme ils se sont mis d'accord en 2013 pour apaiser la situation, faire en sorte que les élections se tiennent. Ça, c'est dans l'intérêt du Mali et du peuple malien. Absolument. Alors, Diaf, peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, mais d'autres le savent quand même. Vous êtes le fils d'Amadou Djigué, homme d'affaires connu pour avoir été le président du CMC, Conseil malien des chargeurs, n'est-ce pas, qui vous soutient certainement dans votre démarche politique. La question est de savoir si si votre papa entretient de bons rapports avec le pouvoir en place. Bon, mon papa était un homme d'affaires à la base. Donc mon papa, il a été avec tous les gouvernements. Mon papa, c'est un homme d'affaires qui aime le Mali, qui a beaucoup lutté pour le développement du Mali. Lors de son passage au CMC, tout le monde a vu les actes concrets qu'il a posés concernant les marchandises qui étaient bloquées, notamment à Abidjan. Donc le Mali peinait à se faire ravitailler par les besoins élémentaires, les matières de première nécessité. Il a eu à jouer un grand rôle pour faciliter l'acheminement de ces marchandises au Mali. Donc en plus de ça, il a intérêt à être avec tout le monde. Ce n'est pas un homme politique à la base, mon papa, c'est un homme d'affaires, un opérateur économique. Donc il ne peut qu'accompagner n'importe quel régime. Et demain, s'il y a un nouveau régime, il serait partant. Donc on n'a pas les mêmes chemins. Donc c'est mon papa, oui, il a
choisi le domaine des affaires et tout. Je suis passé par là parce que je suis quand même actionnaire à des sociétés de mines. On l'a dit dans voilà, votre exactement. Donc j'ai un pied aussi dans les affaires, mais cela n'empêche, quand tu peux apporter un changement et apporter un changement dans le quotidien du peuple, c'est ce qui a motivé ma position de faire mon entrée en politique. D'accord. Sako. Oui, vous militez au sein d'une plateforme au sein de laquelle il y a près de 10 candidats potentiels. Oui. Alors, peut-on connaître les noms de ces différentes personnalités qui composent la plateforme? Des candidats potentiels à l'élection présidentielle prochaine? Oui, nous sommes tous des candidats potentiels. Oui. Et jusqu'à aujourd'hui, donc nous sommes dans cette logique de plateforme dont nous nous entendons très bien. Donc aujourd'hui même, normalement, il y a un communiqué de presse conjoint qui doit sortir pour parler un peu de nos visions du changement. Et cette fois-ci, nous voulons vraiment un réel changement, quoi. Comme j'ai eu à le dire plus tôt, pas de changement de X à Y. Parce que nous avons longuement, depuis 4 mois, nous travaillons ensemble. Donc parmi ces candidats, il y a moi, donc il y a Amadoune Touré, il y a Cheikh Modibo Diarra. Amadoune Touré, Touré, oui, voilà, c'est un fonctionnaire international, oui. Dans le domaine des communications et tout. Donc il y a Cheikh Modibo Diarra et il y a Moussa Bati Diawara qui est passé plus tôt. Oui, sur ce même plateau. Sur ce même plateau. Il y a Modibo Kone, ex-PDG de la CMDT. Donc nous sommes une dizaine, il y a Jamari Sangaré, il y a Jamil Bitar. Je crois savoir qu'il y a Boubacar Diallo. Il y a Alou Boubacar Diallo aussi. Boubacar Diallo. ADP Maliba. ADP Maliba. D'accord. Donc nous sommes une bonne dizaine de candidats potentiels. Donc nous avons décidé de travailler ensemble parce que la situation du Mali aujourd'hui fait qu'on ne peut pas aller seul. Parce que si nous voulons atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, il faut rassembler au maximum. Oui. Donc nous ne comptons même pas s'arrêter à une dizaine de candidats potentiels. Donc juste après avoir finalisé, parce que nous sommes toujours en train de travailler au sein de la plateforme, nous comptons que beaucoup d'autres adhèrent, des associations, des mouvements et d'autres partis politiques qui prennent déjà contact avec la plateforme. Ils sont intéressés, ils savent que nous essayons de construire quelque chose de solide pour pouvoir sortir le pays de l'ornière dont il se trouve. Donc nous sommes en train de travailler depuis 4 mois. Nous tenons une réunion hebdomadaire tous les dimanches et échanger comment et tout. Et je pense que nous avons assez avancé. Et bientôt nous allons dégager un programme minimum et qui sera présenté aux Maliens et ils pourront apprécier ou sanctionner à leur guise. Allez-vous élire un candidat unique au scrutin de juillet prochain? Êtes-vous vous-même candidat à cette candidature? Oui, tout à fait. Quand on dit candidat potentiel, c'est-à-dire que chacun a sa chance. Oui. Donc nous sommes en train d'être prudents pour l'instant parce que nous voulons proposer quelque chose au peuple. Ce n'est pas entre nous. C'est pourquoi même sur les réseaux sociaux, j'ai fait un petit sondage, une sorte de primaire comme ça, pour que le maximum de citoyens puissent donner son avis concernant chacun des candidats. Et à partir de là, nous pourrons avancer. Nous sommes en train d'aller vers un choix unique. Un choix unique, mais qui répondra à l'aspiration du peuple malien. Donc cela ne dépend pas seulement des membres du plateforme, mais aussi à l'appréciation du peuple malien. C'est pourquoi nous attendons encore dans un mois, celui qui pourra rassembler le plus. Chacun des candidats est en train de travailler dans sa base, en train de mobiliser, rassembler le maximum. Celui qui fera l'unanimité maintenant sera suivi par tout le monde dès le premier tour. À défaut, au deuxième tour, même s'il y a quelques candidats, 2 autres qui veulent aller, il n'y a pas de souci. Ça permettra de donner seulement une large possibilité au peuple malien, un large choix, pour que le peuple puisse choisir. Tout à fait. Pour faire un choix, suppose que vous allez passer par des primaires, entre guillemets. Oui. Alors, est-ce qu'on peut savoir quand est-ce que ces primaires-là vont s'organiser au sein de la plateforme? Il a dit bientôt. Oui, c'est bientôt. Oui, la primaire a commencé déjà. 3-4 mois. On est à 3-4 mois. De la présidentielle, donc, tout à fait. Donc ça va être une surprise. D'accord. Donc nous sommes dans une plateforme où
il y a quand même des potentiels, des hommes et des femmes. Et bon, pas des femmes, mais des hommes. On a voulu aussi qu'il y ait une femme dans la plateforme dès le départ, mais peut-être ça va venir. Parce que ça va venir avant le premier tour. C'est pour voir un peu qui répond au plus, parce que c'est la force de rassembler. Absolument. Nous ne voulons pas choisir n'importe qui comme ça, à cause de sa tête, ou je sais pas, d'autres critères qui ne font pas l'unanimité. Mais quelqu'un qui sera capable de diriger le pays là où nous souhaitons. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Voilà. On a bien compris, hein, Diaf, l'on assiste à l'émergence de plusieurs plateformes et des mouvements qui se créent ça et là. Est-ce que la multiplication des candidatures ne va pas plutôt profiter au président Ibeka? Non, moi je pense que ça peut être un plus aussi. Parce que aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence que si tu désistes dès le départ, c'est pas facile que le peuple suit les mots d'ordre, hein, les mots d'ordre des candidats. Donc c'est pourquoi nous avons voulu aller avec prudence et laisser le temps aux gens de mobiliser au maximum, de rassembler. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, chacun a sa chance. Donc ça permettra non seulement à chacun de bouger sa base, de travailler. Et maintenant, au moment venu, celui qui rassemblera le maximum et qui fera l'unanimité, nous allons choisir ce dernier pour porter la plateforme au sommet. Parce que nous voulons vraiment cette fois-ci gagner. Nous ne rentrons pas dans la danse pour accompagner un tel ou un tel. Nous pensons que notre plateforme a assez de membres de qualité, compétents, pour pouvoir porter le Mali très haut. Voilà, peut-être une provocation. Si vous étiez retenu comme candidat de la plateforme, espérez-vous incarner l'image du jeune leader charismatique, peu connu, comme l'histoire d'Emmanuel Macron, pour aboutir à une véritable rupture dans la gouvernance du Mali? Le Macron à la malienne. À la malienne. Bon, déjà, les gens m'appellent Macron malien. Ah bon, parce déjà. Que nous avons quand même le même âge. Oui. Macron est de 77, je suis de 77. Oui. Donc, dénominateur commun. Dénominateur commun. Donc ça, c'est un avantage, même pour le Mali, de pouvoir avoir un chef d'État demain qui pourra s'asseoir avec d'autres chefs d'État de la même génération. Et ça va faire que le courant passe vite et que franchement, on avance. Parce qu'il est temps aussi. Il est temps que la nouvelle génération aussi fasse son entrée. Parce que les aînés, ils ont fait ce qu'ils peuvent. Oui. Comme j'ai eu à le dire, ils ont tout donné à ces pays. Nous pensons que avec l'âge et avec tant de soucis et de problèmes que le Mali a aujourd'hui, franchement, il nous faut quelqu'un, l'énergie jeune, le dynamisme et le leadership d'un jeune pour pouvoir sortir le pays. Pensez-vous que l'appareil d'État est aujourd'hui assez vieillissant? Justement, cela n'est pas un secret de polichinelle. Hein? C'est pas un secret de polichinelle qu'aujourd'hui, c'est les mêmes. Toujours les mêmes. On dirait qu'il n'y a pas d'autres cadres dans le pays. Alors qu'il y a beaucoup de jeunes diplômés sans emploi aujourd'hui qui ont les compétences, qui ont les qualités, mais l'appareil étatique est pris en otage, je peux dire, par une équipe qui est là depuis 40 ans, 50 ans. Moi, je pense que le renouvellement de la classe politique s'impose aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous devrons amorcer ce changement-là pour ainsi projeter vers l'avenir, pour avoir un lendemain meilleur. D'accord. Diaf, le temps presse puisque cette émission ne dure qu'une demi-heure, mais je m'en voudrais de fermer l'émission définitivement sans pour autant aborder un ou deux sujets, mais vraiment très importants. Vous avez deux étapes à franchir. La première, c'est d'arriver à être désigné candidat de la plateforme. Déjà, on vous le souhaite vivement. Merci. Maintenant, la deuxième étape, ce serait l'élection du président de la République. Si jamais vous étiez élu président de la République, quels seront vos atouts pour gouverner le Mali? Bon, les atouts sont énormes. Vu mon parcours d'homme d'affaires et tout, nous savons, je suis gestionnaire de formation. Donc, franchement, gérer, c'est mon domaine. Donc, et sortir ce pays-là de l'ornière, nous savons
quel plan il faut adopter et sortir, parce que nous sommes aujourd'hui confrontés à beaucoup de problèmes sécuritaires et la pauvreté gagne de plus en plus le terrain, et le chômage des jeunes. Nous avons beaucoup de projets, c'est-à-dire nous voulons se baser sur les avantages qu'on a, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Le Mali est un pays qui a d'énormes potentiels et en ressources minières et utilisées. Bon, on voit un peu la démagogie souvent, l'industrie crée l'emploi. Comment l'industrie peut créer l'emploi? L'industrie est basée d'abord sur des domaines qui font que ça puisse générer. Parce qu'aujourd'hui, nul ne doute que l'électricité coûte beaucoup cher au Mali. Donc le soleil qui est là, il est là permanemment. Le Maroc aujourd'hui est en train de mettre des panneaux solaires partout dans leur désert là-bas pour que l'électricité devienne beaucoup moins chère. C'est de ça qu'on a besoin. Pourquoi il n'y a pas assez d'usines au Mali? C'est le coût de l'électricité qui fait que les partenaires, les investisseurs ont peur. Ils ont peur parce que tout ce que tu dois gagner, si tu dois le mettre dans les factures d'électricité, donc ça va te dissuader. Donc nous avons des projets de ce genre. Utiliser ce soleil-là. Aujourd'hui, les panneaux solaires sont une technologie vraiment maîtrisée. Et l'espace, ce n'est pas ce qui manque au Mali. Non. Mettre des panneaux solaires jusqu'à perte de vue, des millions de kilowatts pour pouvoir offrir l'électricité au peuple malien. C'est à partir de là que nous allons développer l'industrie. Sinon, ne nous voilons pas la face, tout le monde va parler de comment dirais-je, de développer l'industrie. L'industrie ne se développera pas comme ça. Donc c'est à partir de là que nous allons créer des industries et donner des emplois au maximum de jeunes possible, changer les donnes, surtout avec les produits agricoles que nous avons. Il faut sortir, même l'État doit investir, c'est ce que j'ai dit. Si les investisseurs ne peuvent pas le faire, les opérateurs économiques ne peuvent pas le faire, l'État peut construire une structure. Hein? Nous avons vu toutes ces usines créées, maintenant commencent à fermer. Pourquoi? Parce que les réalités ont changé. Maintenant, l'électricité, il faut du gasoil pour compléter même les demandes et tout, parce que les demandes deviennent de plus en plus nombreuses. Donc, ce qu'il nous faut, c'est un leader visionnaire qu'il faut pour le pays, pour pouvoir sortir de la traîne et amorcer le développement tant souhaité. Tant souhaité, d'accord. Sako, malheureusement, le temps est épuisé. Tout à fait. Juste une petite question. Oui, avant de lui donner la parole pour son dernier mot, rapidement. Voilà, il a certainement des atouts, oui. Il a des axes prioritaires pour le développement de ce pays. Oui. Maintenant, dans un contexte d'insécurité perpétuelle au Mali actuellement, que proposez-vous aux Maliens en termes de sécurité, en termes de réconciliation? Bon, la sécurité est un problème entre Maliens d'abord, parce qu'il faut qu'il y ait un dialogue, il faut communiquer, et se pardonner, se faire confiance. Tout cela passe par commencer à respecter l'accord qu'on a signé. Il y a un accord qui est là, que nous avons signé. Il faut mettre les différentes parties en confiance. À partir de là, nous pouvons gérer le problème d'insécurité. Mais tant que nous ignorons, nous continuons à ignorer cet accord, et c'est sûr ça va faire des frustrés parmi les partenaires, parmi les parties signataires, et comme ça, ça va continuer. On ne va pas sortir dans ça. Il est temps qu'on respecte. Il y a un accord qui est là, il faut parler entre nous Maliens et faire même organiser des conférences, se parler. À partir de là, rassurer tout un chacun. Tant qu'il n'y a pas ça, on ne peut pas gérer le problème d'insécurité. Mais à partir de là, le pays sera stable et amorcer le développement dans toutes les zones, partout. Surtout la région du Nord, il faut mettre des infrastructures et nous avons un projet pour ça. Et nous avons un projet pour ça, un programme pour développer le Nord et tout, mettre les infrastructures qu'il faut et souvent même aller faire le conseil des ministres là-bas. Pensez-vous que toutes les parties impliquées dans la gestion du conflit malien jouent franchement le jeu? Bon, nous pouvons contraindre par une politique sans démagogie, contraindre les parties, parce qu'on peut forcer quelqu'un à respecter les engagements. Il y a un engagement qui est là. Et
Et c'est ça aussi, la nouvelle génération parlera sans langue de bois, sans détour. Nous allons dire les choses telles quelles, oui, absolument, et pour pouvoir trouver la solution. Bon, si nous avons une équipe qui a même peur d'affronter les problèmes, comment espérons-nous trouver des solutions? Il faut déjà avoir le courage d'affronter, situer les problèmes, et voilà. Une partie qui ne respecte pas ses engagements ou qui commence à faire les choses à l'envers, il y a un moyen de rappeler la partie à l'ordre. Voilà, c'est ce qu'il nous faut. Absolument. Alors malheureusement, cette émission se termine. Monsieur Mamadou Djigué Diaf, ce fut un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Est-ce que vous auriez un dernier mot rapidement avant de se dire au revoir? Oui, bien sûr, il y a toujours le dernier mot. Le dernier mot que je vais lancer au peuple malien, c'est que le moment est arrivé. Il faut que chaque Malien s'implique dans ces élections à venir pour vraiment qu'on puisse amorcer un nouveau chemin, qui est le chemin du développement, qui est le chemin de l'avenir. Il le faut. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas avancer. Quand même, il y a d'autres pays, il y a nos voisins qui arrivent à bouger, qui arrivent à avancer, mais il faut l'implication de tout un chacun. Hein? Cette lutte que nous nous sommes donnée ne sera effective que l'implication de tout un chacun. C'est un dernier mot que je voulais lancer à chaque citoyen malien, de s'impliquer pour l'alternance et le renouveau. Inch'Allah. On vous souhaite bon courage. Hein. Merci nous le souhaitons à tous les invités qui passent sur ce plateau. La construction de ce pays est nécessaire et on a besoin des dignes fils du Mali. Merci. Vraiment. Bon courage, bonne chance. Chers téléspectateurs, ainsi se referme cette émission sans langue de bois avec comme invité M. Mamadou Djigué Diaf. On se dit à très bientôt pour un autre numéro avec une autre personnalité. Merci de votre constante fidélité.